Luc Ferry versus Daniel Cohn-Bendit. Rejoignez-nous, Luc Ferry. Merci beaucoup à vous. Et il faut peut-être s'attarder encore sur cette image si forte qui visiblement a encore des développements. Je vous en prie, asseyez-vous, Luc Ferry. Merci beaucoup. Merci à Daniel Cohn-Bendit d'être avec nous en direct, lui aussi. Cette image très forte, les Européens à Kiev qui ont fait avancer les choses, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire le Français Emmanuel Macron, l'Allemand Merz, l'Anglais Starmer, autour de Volodymyr Zelensky, mais aussi qui appelle Donald Trump. J'aimerais votre premier regard là-dessus, sur ce qui est en train de se passer. Voilà, c'est cette même photo autour du téléphone portable. Je crois que c'est Emmanuel Macron qui le tient, qui a le numéro de mobile de Trump, puisqu'il l'appelle assez souvent comme ça, aussi simplement que ça. Daniel Cohn-Bendit et Luc Ferry, qu'est-ce que vous lisez dans cette photo d'abord? C'est le besoin de Trump qu'on a, il faut l'appeler, ou c'est le coup réussi des Européens? Daniel Cohn-Bendit. C'est les deux. C'est les deux. Je trouve que l'initiative donc des quatre d'aller à Kiev était une bonne initiative, puisqu'il y avait les Polonais, les Anglais, les Allemands et les Français. Et je crois que dans la dynamique aujourd'hui, il faut faire attention sur les interprétations à la seconde. Donc en fait, ils ont dit cessez le feu. Poutine a dû réagir, a dit d'accord, je suis prêt à négocier, ce que Zelensky avait proposé il y a longtemps. Donc maintenant, il n'y aura pas de cessez le feu, mais il y aura des négociations. Poutine dit il faut que vous négociez. Trump dit il faut que vous négociez. C'est une partie d'échec. Donc il faut garder son calme. Je ne sais pas qui. Trump a accepté qu'il a besoin des Européens, les Européens ont accepté qu'ils ont besoin de Trump, et Poutine sait qu'à un moment, lui aussi devra bouger. Donc, on verra maintenant, c'est imprévisible ce qui va se passer, mais je crois que le 15 commenceront à Istanbul des négociations. Moi, je crois qu'on est dans un moment où tout le monde maintenant a intérêt à la paix, paradoxalement. Depuis que l'accord sur les terres rares a été signé, les États-Unis, Trump a absolument besoin de s'installer maintenant en Ukraine. Donc ça n'est possible que s'il y a la paix en Ukraine. Zelensky a évidemment compris que, quel que soit l'avenir, ça n'était pas par les armes et maintenant qu'il allait récupérer les 4 oblasts et la Crimée. Donc ça n'est pas raisonable et que du coup il a intérêt lui aussi à la paix. Donc on voit bien que quant à Poutine, continuer, il a ses 4 oblasts, il a la Crimée, continuer une guerre qui est quand même absolument épuisante pour son armée et qui a fait quand même des centaines de milliers de morts et de blessés des deux côtés. Continuer une guerre simplement pour aller assassiner Zelensky à Kiev ou le remplacer par un polichinelle pro-russe, ça n'a pas de sens. Et donc je pense qu'on est dans une période où finalement tout le monde, quant aux Européens évidemment, ils ont tous intérêt à la paix. On a intérêt les 4 protagonistes de l'affaire ont plutôt intérêt à la paix. Voilà. Alors comment elle va se décider? Pourquoi en Turquie? Pour éviter évidemment l'Union européenne. Mais comment est-ce qu'elle va se décider? Aucun d'entre nous n'en sait rien. Mais il est possible que Trump ait raison et qu'on soit au fond dans une semaine absolument décisive. Oui. Sur ce qui est gagné et par Trump et par les Européens. D'abord par les Européens. Soulignons ça. Ça fait le 2e tweet où Trump dit avec les Européens. Il parle des Européens. On a l'impression que c'est presque un miracle. D'habitude, il les repoussait vraiment au 36e dessous. Et là, il dit avec les Européens et nous. Est-ce que c'est le retour de ce qu'on appelait le monde libre en réalité? Est-ce que Trump est en train de se recentrer dans un côté plus classique? L'Occident parle d'une voix. Oui, je pense que c'est ça. L'Occident parle d'une voix, et je pense que Trump doit être très content de voir que les Européens le rejoignent, et il a besoin d'eux, et nous avons besoin de lui. Donc je crois, encore une fois, c'est ça qui fait que cette période-là, elle est paradoxalement favorable à la paix. Parce que qu'est-ce que vous voulez que Poutine gagne de plus que ce qu'il a déjà gagné? Je veux dire, aller assassiner Zelensky, c'était son projet depuis le début, ou le remplacer par un Yanukovych bis, c'est le projet depuis le début. Mais de là à faire des centaines ou des dizaines, même des dizaines de milliers de morts en plus, ça n'a pas de sens. Il a la Crimée, il a les 4 oblasts, il a les oblasts plus ou moins russophones de l'Est et du Sud du Donbass, il a ce qu'il lui faut. Et donc, on a un Poutine qui maintenant est probablement prêt à aller, c'est ce que disait d'ailleurs René Girard tout à l'heure, et il faut prendre au sérieux sa proposition. Voilà. Alors, maintenant, les Européens, c'est très bien qu'ils rejoignent le troupeau. Ils ont perdu une guerre qu'ils n'ont pas menée. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Non. Si, c'est clair. Non, c'est pas si simple. Parce que
dans la négociation, l'important, ça va être comment sécuriser l'Ukraine, qui restera. Donc les 4/5, si on veut, de l'Ukraine. Et là, Trump sait maintenant, il a compris qu'il a besoin des Européens. Et les Européens savent qu'ils ont besoin de Trump pour le backstop, c'est-à-dire l'arrière, c'est-à-dire, voilà. Et donc, dans la négociation, le problème, c'est pas seulement la ligne de cessez-le-feu, la négociation, c'est sécuriser le reste de l'Ukraine pour qu'il n'y ait pas dans 6 mois, dans 1 an, une nouvelle offensive des Russes. Et c'est pour cela que je crois qu'aujourd'hui, les Européens se sont positionnés dans cette perspective, et ça sera toute la négociation, si on veut, qui commencera donc vraisemblablement le 15. Et maintenant, donc, tout le monde joue serré. C'est pour ça que je dis que c'est une partie d'échec. Et Poutine, aujourd'hui, doit décider s'il veut toujours renverser un gouvernement nazi à Kiev ou s'il veut accepter qu'il y aura une Ukraine et dans quelles conditions ce seront les négociations. Une Ukraine qui va vers l'Union européenne, comment cette Ukraine pourra être défendue contre toute velléité des Russes à réattaquer. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, où on comprend bien que chacun cherche son intérêt, vous l'avez très bien expliqué, personne n'est tout à fait à l'aise dans cette histoire, et tout le monde doit doser son effort et ses résultats, mais il y a un mouvement des Américains, Trump un peu plus aimable à l'égard des Européens, même Vance, le vice-président qui a tenu une conférence je crois que c'est à Washington, où tout à coup il disait oui, il faut quand même arrondir les angles, etc. Qu'est-ce qui est en train de se passer chez eux ? Est-ce qu'ils sont en train de considérer malgré tout qu'il y a des intérêts à revenir à une politique plus traditionnelle à l'égard de l'Europe ? Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, les Européens rejoignent le troupeau, si je puis dire, rejoignent Trump et Zelensky avec cet accord sur les terres rares qui me paraît absolument fondamental. Parler de possibilités d'offensive russe, moi je pense que le plus inquiétant serait une offensive ukrainienne, parce que les Ukrainiens doivent, en tout cas dans la tête d'un nationaliste ukrainien, ils sont aussi nationalistes que les Russes, il y a l'idée quand même de récupérer la Crimée, de récupérer le Donbass. Donc je vois pas l'intérêt de Poutine continuer cette guerre pour prendre quoi ? Il va pas occuper Kiev. Bon. Tandis que les Ukrainiens, jusqu'à il y a très très peu de temps, souvenez-vous que le leitmotiv de Zelensky, c'était « je veux reprendre la Crimée ». Voilà. Et je me permets de vous interrompre, je vous interromps pour la bonne cause, c'est cette annonce extrêmement forte du président Zelensky à la seconde qui dit sur Telegram « J'attendrai Poutine jeudi en Turquie ». Donc le président ukrainien est en train de dire « Je suis prêt à discuter directement avec Vladimir Poutine ». Oui, absolument. Oui. Parce que je pense ça, c'est quand même une très bonne nouvelle, quoi. Franchement, il faut. Oui, mais c'est intéressant. C'est une bonne nouvelle pour vous aussi, Danny Cohn-Bendit ? Oui, mais c'est intéressant. C'est pour ça que je dis que c'est une partie d'échec. Avec des pions qui avancent, et des fois c'est la dame qui avance. Et là, c'est la dame qui a avancé. C'est-à-dire, c'est Zelensky qui dit d'accord, négociation, mais on va pas envoyer des sous-fifres. Moi, Zelensky, j'irai négocier. Toi, Poutine, tu dois venir à Istanbul. Et là, je suis curieux de la réponse de Poutine parce qu'il s'y attendait pas à ça. Il s'y attendait pas. Et je crois que voilà, c'est une vraie partie d'échec. C'est très bien joué de la part de Zelensky. Il dit, eh bien, mettons tout sur la table et pour le faire, ça sera moi qui, avec une équipe, eh bien, je viendrai négocier moi-même. Poutine, on a rendez-vous. Citons-le en entier pour bien comprendre l'esprit de ce qu'il déclare. Il rappelle quand même qu'il aimerait qu'il y ait le cessez-le-feu comme lui-même et les Européens l'ont demandé. Il dit « Nous attendons un cessez-le-feu à partir de demain complet et durable pour fournir la base nécessaire à la diplomatie. » Il ajoute « Il ne sert à rien de prolonger les meurtres. Et j'attendrai Poutine jeudi en Turquie, personnellement. J'espère que cette fois-ci, les Russes ne chercheront pas de raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas le faire. » On voit que les défis se succèdent les uns aux autres presque heure par heure. Cette fois, c'est... Exact. C'est ce que je dis. C'est exactement ça. La dame, maintenant, elle dit, on peut faire échec. On peut faire échec. Et Poutine doit trouver une défense, c'est-à-dire où il accepte. Et pas du tout. Et il dit, je viens moi aussi à Istanbul, où il n'accepte pas. Et là, Papa Trump devra dire, ah non, ça va pas. Les négociations, c'est évident que tu dois répondre à Zelensky. Et
Trump sera de nouveau de l'autre côté. Parce que ce qui intéresse Trump, c'est ça qu'il faut comprendre, il veut le prix Nobel de la paix. Pour cela, il faut qu'il y ait cette paix. Pour avoir cette paix, ce n'est possible que si Zelensky et Poutine négocient eux-mêmes. Donc voilà où on en est. Oui, bon, écoutez, on tourne un peu en rond là. Non, je pense que c'est, voilà, on a évidemment, comme toujours, un point de vue qui est légèrement différent. Je pense que Poutine a gagné ce qu'il voulait gagner. Voilà, c'est pour ça que la paix est possible, parce qu'il a les 4 oblasts, il a la Crimée et l'Ukraine est à genoux. Voilà, donc je pense qu'on en est là. Et donc maintenant, on a 4 protagonistes dans l'affaire. Il y a l'Union européenne, il y a Trump, il y a Poutine, et il y a Zelensky. Si ces 4 protagonistes peuvent se mettre d'accord dans cet espace nouveau qui est, à mon avis, créé très largement par l'accord sur les terres rares, allons-y. Voilà, encore une fois, ce qui se passe est plutôt une très bonne nouvelle. Et donc, moi, j'attends de voir, en effet, si Poutine va personnellement se déplacer et discuter avec Zelensky. Ce serait la meilleure chose à faire. Il a plus, comme le disait René Girard tout à l'heure, il n'a pas intérêt à continuer cette guerre. C'est trop lourd. Luc, il faut quand même répéter. Poutine a commencé cette guerre et donc négocié un accord avec Trump. Trump a compris qu'il n'y arrivera pas sans les Européens. Les Européens savent qu'ils n'arriveront pas à sécuriser le reste de l'Ukraine après un accord sans les Américains. Donc, on se retrouve dans la situation d'aujourd'hui et c'est normal de négocier avec Poutine parce que c'est la situation. Danny Cohn-Bendit et Luc Ferry, parlons du jour d'après, peut-être des années d'après, l'autre monde, ce à quoi on a assisté ces dernières heures. Il y a une espèce d'accélération là depuis quelques jours avec, à Moscou, cette sorte d'anti-Europe formée de Poutine, Lula et quelques autres. On peut peut-être rappeler quelques images qui l'illustrent, en particulier Xi Jinping et Poutine. Il y a là, on a vu en quelques heures un rassemblement de tous ceux qui, de manière évidemment avec toutes sortes de nuances et d'asymétrie, mais enfin sont hostiles à l'Occident ou à l'Europe. Je vous rappelle que Lula, c'est l'homme par exemple qui voudrait sortir du dollar, ce qui évidemment pour les Américains est l'enfer même. Qu'est-ce qui est en train de naître là sous nos yeux? Comment est-ce que vous définissez ce nouvel ordre du monde, comme on le dit souvent, où on voit Moscou versus l'Europe? Je vous l'ai dit, pardon, là encore de radoter, mais là, depuis le début, l'enjeu pour Poutine, indépendamment de la question Zelensky, de remettre à la place de Zelensky un polichinelle pro-russe, si j'ose dire, l'enjeu, c'est évidemment la conquête du Sud global, c'est-à-dire des BRICS, et ça, il y a réussi. Pour l'UE, il y a 2 leçons de cette affaire. Pour l'Union européenne, l'enjeu, c'est le réarmement à la fois numérique et militaire, puisque les 2 sont absolument inséparables. Donc on a 2 leçons de cette guerre. Pour Poutine, c'est comment rester ou devenir ou asseoir sa légitimité par rapport au Sud global dans la haine de l'Europe et plus généralement, surtout de l'Europe, d'ailleurs beaucoup plus que des États-Unis, parce qu'il s'entend assez bien avec Trump. Il n'a pas envie de fâcher Trump. C'est très important dans l'équation actuelle. Donc vraiment dans une haine de l'Europe dont il considère qu'elle l'a laissé tomber, qu'elle l'a trahi, et qu'elle est l'ennemi par excellence. Et puis de l'autre côté, pour nous, Européens, il y a malheureusement, je dirais, l'obligation de se réarmer. Encore une fois, pas simplement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan numérique. Donc, il y a 2 leçons de cette terrible guerre, qui par ailleurs est, à mes yeux, la plus bête de toute l'histoire des guerres. Je crois qu'on n'a vraiment rien gagné là-dedans. Danny ? Moi, je crois que ce qui a été terrible, vous aviez à Moscou le 9 la globalité du Sud global totalitaire. De détotalitarisme de la Chine avec Lula. Et si on veut croire ce que peut être un gouvernement Mélenchon, regardons parce que Mélenchon admire Lula et Lula lèche les bottes de Poutine. C'est-à-dire, cet homme de gauche est passé idéologiquement du côté de Poutine. Regardez les images le 9 mai, où il se faisait des papouilles, des petits baisers presque avec Poutine. C'était pour moi incroyable. Un homme de gauche qui a vraiment vidé complètement son sac et qui est devenu un dans le temps on aurait dit un pro-soviétique, mais qui se sentait bien entouré que de dictateurs.
et tout ça par la haine des Américains. Alors, on peut et on doit combattre politiquement Trump, mais choisir Poutine de l'autre côté, et pour moi, vraiment toute la gauche devrait réfléchir à ce que fait Lula. Si les perspectives d'une gauche de LFI en France, c'est de se comporter internationalement contre Lula, eh bien, je vous dis, c'est un avertissement à tous ceux qui soutiennent LFI. Alors, juste une petite nuance. Le Brésil n'est pas un pays totalitaire. Non, mais il était entouré de... Oui, de pays totalitaires. Mais c'est pas le cas. L'Afrique du Sud n'est pas non plus un pays totalitaire. Bon. Et donc, on a affaire... Lula, c'est un trotskiste. C'est le parti des travailleurs. Hein. C'est un trotskiste de toujours. Voilà. Et donc, on a, en effet, la comparaison que fait Dany avec Mélenchon est pas fausse. Hein. Elle est assez juste, même. Et on a affaire... La haine, si vous voulez... Là aussi, c'est un thème vraiment de fond. L'accord se fait autour de l'ennemi commun, pas autour de l'amitié. Ils n'ont rien à foutre de l'amitié. Mais l'ennemi commun, c'est l'Occident. Voilà, c'est les États-Unis, et pour Poutine, plus que les États-Unis, c'est l'Europe. Mais de toute façon, c'est l'Occident colonisateur. Et quand vous reprenez les discours de Poutine, quand il s'adresse aux BRICS, et notamment au Brésil, mais pas seulement au Brésil, évidemment à l'Afrique. C'est-à-dire, vous avez vu que dans l'évolution des votes à l'ONU, de plus en plus, au fur et à mesure des votes, on voit l'Afrique, une grande partie de l'Afrique rejoindre la Russie, rejoindre Poutine. On voit que Poutine est devenu, avec Modi, avec le président chinois, ils sont devenus les 3 grands leaders du Sud global. Voilà, et c'est ça qui est catastrophique pour le coup, parce que cette haine de l'Occident, elle n'est pas bonne conseillère. C'est pas ces peuples n'ont absolument aucun intérêt à rentrer dans des logiques de dictature, parce que la Russie est une dictature. C'est un dictateur élu, d'accord, mais il assassine ses opposants, et il met les journalistes en prison. Donc c'est quand même une dictature. Donc ces pays-là n'ont aucun intérêt à rentrer là-dedans, sauf l'accord sur l'ennemi commun qui est l'Occident colonisateur. Voilà. Est-ce qu'il y a une revanche vraiment de civilisation ? Oui. Bien sûr, il y a des intérêts, et tout ce qu'on veut, le pétrole, les minerais, rien de mieux. Mais est-ce qu'il y a aussi un sentiment plus profond de revanche, de colonisation Je laisse tout de suite la parole à Dany, mais c'est exactement ça. Et dans tous les discours de Poutine, c'est présent. Poutine joue sur la haine de l'Occident qui s'appuie sur la revanche à cause de la colonisation. Et donc ça marche en Afrique, ça marche en Inde, ça marche même en Chine, et évidemment en Afrique du Sud. Et donc ça marche, et au Brésil même. Et donc ça marche formidablement. Et donc, encore une fois, vous avez des pays qui se détestent entre eux, la Chine et l'Inde ne s'aiment pas, hein, mais qui se retrouvent dans la haine de l'ennemi commun qu'est l'Occident. Et ça c'est dramatique, c'est ça. C'est pour ça que cette guerre en Ukraine est la pire catastrophe qui pouvait arriver à l'Europe. Dany ? Oui, mais c'est une revanche, et ce qui est terrible, c'est que Luc a raison quand il dit l'Afrique du Sud n'est pas un pays totalitaire, mais le tissu démocratique qui, après l'apartheid, s'était lentement créé, est en train de se défaire aussi en Afrique du Sud. La situation est catastrophique. La situation économique est catastrophique en Afrique du Sud. Et je crois que et ce qui se passe aujourd'hui, c'est contre l'Occident se mettent en place des processus dictatoriaux. Regardez l'évolution du Mali aujourd'hui. Le Mali, tout le monde, voilà, décolonisateur, on renvoie les Français, devient une dictature pure et simple aujourd'hui. Regardez donc toute l'évolution. Regardons, je parle pas de l'Algérie. Donc ce qui est catastrophique aujourd'hui, c'est que l'espoir, pour des gens de gauche, l'espoir que la décolonisation allait démocratiser la planète, on trouve qu'aujourd'hui que cette soif de revanche a une énergie autoritaire, totalitaire. Mais est-ce que vous comprenez... Et pour nous, ça fait que l'Europe se retrouve devant une situation où si l'Europe ne fait pas un saut qualitatif important, eh bien on sera dans une situation très difficile. Donc c'est vrai, la souveraineté européenne, c'est militaire, technologique, économique et démocratique. L'espace de civilisation, notre espace de civilisation, c'est la souveraineté européenne. Voilà
la leçon de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce sentiment de revanche? Je ne parle pas des dictateurs, je parle des peuples. Je réalisais, après-demain, 13 mai, le discours de Churchill, du sang, des larmes, etc. Discours de De Gaulle, en mai-juin 40. Ces deux hommes qui sont des héros admirables à tous les égards, mais quand on relit leur discours aujourd'hui, l'un et l'autre parlent de l'empire. Et bien sûr. L'un et l'autre revendiquent des empires coloniaux. Ils disent notre force, c'est aussi que nous avons derrière nous le recul stratégique d'un empire colonial. Et c'est sûr que pour nous, disons, Européens de l'Ouest, c'est admirable. Si on est africain, si on est asiatique de pays colonisés, ça résonne un peu différemment. Et bien sûr, et ça passe de moins en moins bien, c'est ça le problème. Plus le développement avance et moins cette colonisation paraît supportable aux peuples qui l'ont subi. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et donc, toute proportion gardée, parce que on peut pas comparer les choses, mais c'est pareil pour la Shoah. Ça nous paraît pire aujourd'hui que ça ne paraissait en 1945, paradoxalement. Et donc, la colonisation ne passe plus du tout aujourd'hui dans ces peuples-là. Et évidemment que Poutine joue là-dessus. Voilà. Alors, on va se réarmer, d'accord. Bon, on peut pas faire autrement. Bon, on va acheter des armes qui, on l'espère, ne serviront jamais, puisque le but c'est la dissuasion, c'est pas de les utiliser. Mais il faut quand même penser autrement qu'en termes de guerre. Il faut absolument repenser complètement l'aide au développement. Si vous voulez, Borloo a raison, Henri Guénaud a raison. Tous les deux, quand ils se sont occupés, Borloo de vouloir électrifier l'Afrique et puis Henri Guénaud de vouloir avoir un projet euro-méditerranéen. Voilà. Là, ce sont des gens qui avaient une vision qui n'est pas simplement celle de la guerre. Voilà, parce que on va acheter des armes, d'accord, mais voilà, c'est pas la solution. Moi, il y a deux choses que les Occidentaux, et là c'est le problème des Européens et des Américains, dans la lutte contre la dégradation climatique, si les Européens, si les Américains n'aident pas fondamentalement les pays du Sud globaux qui n'en ont pas les moyens matériels, n'ont pas la possibilité aujourd'hui, ils font une grave erreur. Et Luc a raison, repenser l'aide au développement, ça veut dire sortir une partie du Sud global de la dépendance, par exemple, de la Chine. Parce que la Chine, aujourd'hui, c'est un nouveau colonialisme. Assez malin, si on peut dire, d'organiser une dépendance. Donc, aujourd'hui, quand on parle budget, il faut comprendre que c'est en intérêt de dépenser, non pas en tant que France seule, en tant qu'Union européenne, il faut augmenter, réorganiser. Et le projet Borloo d'électrification, il y a eu plusieurs idées, c'est comment aider le Sud global à pouvoir se développer. La difficulté, c'est que les gouvernements du Sud global sont totalement corrompus, une majorité. Donc je veux dire, c'est plus facile à dire, Danny Cohn-Bendit vous dit maintenant comment faire, qu'à faire quand on voit la réalité de ces gouvernements. Un mot encore sur le Sud global au sens large, et après on avancera et on parlera notamment du nucléaire, du pape, mais aussi dans un registre plus léger, l'interdiction du comté. Ce que ça dit de la vague écologiste, pour le meilleur ou pour le pire, chacun est libre de juger. Moi je suis d'accord avec eux, paradoxalement. Attendez, alors si vous êtes pour interdire le comté, là ça va être... Non, pas pour interdire le comté, mais attendez, ne déflorez pas la suite. Ne déflorez pas la suite. Un mot encore sur la démographie. Quand on regarde ce qui est en train de se passer, ce rapport de force mondiale, regardez, Chinois, 1,4 milliard, les Indiens, on a fait une recension sans compter tout le monde, puis on peut discuter parce que les Indiens, alors ils jouent peut-être double jeu, mais enfin, en gros, ceux qui étaient représentés au 9 mai de Poutine. Alors les Russes, évidemment, 140 millions, grand pays, mais pas si peuplé. Les Chinois, 1,4 milliard, l'Inde, 1,4 milliard, à eux deux, ils pèsent déjà à peu près 3 milliards. Le Brésil, dont vous parliez, 200 millions. En gros, c'est plus de 3 milliards. Et puis vous avez tous les pays arabes dans les BRICS. Bien sûr. Enfin, pas tous, mais quasiment tous. Et si on compte l'Occident classique, c'est États-Unis et Europe, c'est moins de 900 millions. En réalité, est-ce que c'est la fatalité de l'histoire ? Non, parce que j'allais dire quelque chose d'un peu brutal, mais nous avons raison. En fait, Fukuyama avait raison quand il parlait de fin de l'histoire. Les gens n'ont pas compris ce qu'il disait. Il disait on peut pas imaginer mieux que la démocratie parce que c'est le seul régime qui est compatible avec l'humanité de l'humain. L'autonomie, on peut pas faire mieux. Et donc on n'a pas perdu en ce sens que le modèle qu'on défend, simplement on le défend mal. C'est pour ça que je parlais de l'aide au développement. Mais le modèle qu'on défend est le bon. La dictature n'est pas un bon modèle pour personne.
la corruption des pays d'Afrique n'est pas un bon modèle pour l'Afrique. Voilà. Et donc, nous défendons un modèle qui est le bon, simplement, nous le défendons mal, et avec un arrière-fond colonisateur et fasciste, parce que, rappelons les choses, en 1945, comment dire, pourquoi toute l'intelligentsia est à gauche? Même Aron est socialiste quand il est gamin. Toute l'intelligentsia est à Rome. Pourquoi? Parce que l'Europe, elle a été coupable, de la colonisation et du fascisme. Elle a été les deux. Et les deux, à peu près partout en Europe. Salazar, Franco, Mussolini, il n'y a pas que Pétain et Hitler. Et donc, on a été très mauvais. Voilà. Et aujourd'hui, on n'a pas de projet grandiose vis-à-vis de ce Sud global. On laisse Poutine, Modi et le président chinois gagner la partie contre nous. Voilà. Et donc, c'est là qu'il faut qu'on se réveille. Et s'armer est sans doute nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Sauf que, en même temps, la situation est de plus en plus catastrophique dans les pays du Sud, pour les peuples. Regarde l'état oui, absolument, en Algérie. Mais je suis d'accord. J'ai parlé de l'Afrique du Sud. En Afrique, je veux dire, ils n'y gagnent rien. Ce sont que les élites décolonisatrices qui profitent en ce moment de la situation. Ce ne sont pas les peuples. Et donc, quand les peuples sont privés de perspectives de vie, il y a toujours un moment où ça va se renverser. Alors comment et tout ça, je n'en sais rien. Mais c'est évident. Regardez la fragilité du gouvernement algérien. Regardez la fragilité en ce moment de tous les gouvernements en Afrique. Donc je dis, être intelligent, c'est de jouer sur ces contradictions. Donc je dis oui, en ce moment il y a quelque chose d'effrayant, mais en même temps, le projet civil, il faut toujours une idée dans la vie. Et quand De Gaulle a commencé le 18 juin, c'était une idée, il était seul, ils étaient 6. Mais ces idées ça peut marcher. Et aujourd'hui, notre idée de démocratie, Luc a raison, si elle est accompagnée d'une idée d'aide, de développement économique et de développement de notre propre souveraineté, eh bien, elle peut renverser la faiblesse des autres. Et puisqu'on parle mondialisation, arrêtons-nous un moment sur cet homme venu du Nouveau Monde, même si alors il est américain, mais il a fait une grande partie de son parcours au Pérou. C'est ce nouveau pape, Léon XIV, qui revendique la continuité avec Léon XIII, le pape qui était le pape de la question sociale, de la réconciliation avec les ouvriers, avec la République française. Est-ce que ce pape vous plaît après le pape François, l'un et l'autre? Est-ce que vous avez lu, je fais mon côté prof, Rerum Novarum? Ah non, je ne l'ai pas lu. Il faut, et ceux qui nous écoutent, allez, c'est facile à télécharger sur Google, lisez-le, parce que c'est évidemment Léon XIII, donc c'est à ce à quoi se réfère Léon XIV, et c'est la doctrine sociale de l'Église, et c'est un texte extraordinairement intéressant. Vous y trouverez, et ça vaut la peine de s'y arrêter, c'est pas très long en plus, une critique radicale du capitalisme et une critique radicale du socialisme. Et vous avez déjà un pape qui est augustinien, et ça veut dire quelque chose de très profond. Je ne vais pas vous faire un cours de théologie, mais en 3 secondes. Vous avez cette phrase de Léon XIV, « En celui qui est un, soyons un ». Bon, ça paraît une banalité, ça veut dire quoi? Il faut faire la paix, une humanité... Non, c'est pas du tout ça. Ça renvoie à la notion d'amour en Dieu qu'on trouve déjà dans l'encyclique de Novum Rerum, que le Vatican a traduite, cette encyclique, par des innovations. C'est pas une mauvaise traduction. Littéralement, c'est des choses nouvelles, mais des innovations. Et donc, vous trouvez déjà cette idée que, au fond, la solution capitaliste et la solution socialiste sont mauvaises, et que c'est la réconciliation en Dieu et dans l'amour, dans la fraternité, qu'on peut réconcilier les patrons et les ouvriers, les riches et les pauvres. Voilà. Et c'est ça qui est dans la philosophie de Saint Augustin, qui est absolument passionnant. C'est l'idée d'amour en Dieu. C'est ce que Saint Augustin appelle l'amour en Dieu. C'est à ça que fait référence Léon XIV, et il y a derrière toute une théologie de l'amour qui est extrêmement puissante. Donc c'est pas saint Thomas d'Aquin. Alors ça veut dire quelque chose de profond, parce que ce qui intéresse cet homme, c'est pas simplement de rappeler la loi naturelle contre les homosexuels en disant voilà, vous les homosexuels, vous êtes contre nature, etc. Bon, ce que faisaient les papes régulièrement, à part François, mais c'est de rappeler plutôt l'idée de fraternité. Donc il est des deux côtés en même temps, si je puis dire. Il est à la fois l'héritier de Benoît XVI, donc très traditionnaliste sur les questions comme disons sociétales, mais en même temps, il est péruvien aussi, il n'est pas simplement américain. Mais en même temps, il a la question sociale au cœur. Voilà, donc c'est un pape qui est quand même très intéressant.
Moi, ce qui est intéressant chez lui, j'avoue que ça me touche très peu personnellement, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un universaliste. Il est cosmopolite. Oui. Donc, dans sa manière de penser le monde, c'est le contraire de ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire des nationalismes, quels qu'ils soient, trumpistes, poutinistes, etc. Et je crois que la dimension sociale, c'est exactement ce dont on discutait tout à l'heure. Si l'Europe comprend qu'aujourd'hui, il faut proposer une alternative de possibilité de vivre, d'un système économique qui donc puisse profiter les peuples, eh bien, ils auront avec ce pape quelqu'un qui les soutiendra. Et je crois que d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est qu'américain, il est aujourd'hui l'anti-Trump. L'anti-Trump sur beaucoup de choses. Et donc, il faut voir maintenant comment ça va se passer, mais l'élection de Léon XIV, c'est pas Léon Trotsky, mais c'est l'élection de Léon XIV, c'est, si on veut, une défaite des traditionalistes, des conservateurs. Alors, comment il va, sur les questions sociétales, il va se positionner? Il est conservateur. Il vivra, verra. Sur les questions sociétales, notamment sur la question de l'homosexualité, il est conservateur. Hein. Il est en désaccord avec François qui avait autorisé la bénédiction, qui n'est pas un sacrement, mais la bénédiction des couples homosexuels. Ça lui plaît pas du tout. Mais en revanche, sur la question sociale, ce pape qui est péruvien aussi, il a 4 langues dans la tête, 5 langues. Il parle le latin évidemment, mais il a une ascendance française, italienne, espagnole et haïtienne. Donc là, je rejoins ce que dit Dany. Il est complètement universaliste et cosmopolite. Il est très anti-Trump. C'est pas un nationaliste, voilà. Et c'est un homme qui, encore une fois, a 4 ou 5 langues dans la tête. Donc c'est aussi une forme d'ouverture d'esprit assez extraordinaire. Donc il est, sur les questions sociétales, dans la tradition de l'Église. Et bon, ça, pour un pape, c'est pas scandaleux. Mais sur l'ouverture à la question sociale, il est quand même très étonnant. Ouais. Puisque vous parlez de Trump, j'aimerais vous entendre, ça peut paraître anecdotique, mais c'est tout sauf anecdotique, sur la guerre culturelle. On voit à quel point on est dans des extrêmes. Tout à l'heure, sur ce plateau, il y avait Sarah Knafo qui revendiquait la contre-révolution, la révolution culturelle de droite trumpienne. Et à l'autre bout du spectre, il y a une écologie très active, très dynamique, avec par exemple cette illustration qui est cette petite controverse sur l'interdiction du comté. Puisque vous savez que ça comporte un certain nombre de déjections avec des écologistes, certains en tout cas disent... C'est pas seulement ça. Alors expliquez, vous avez l'air très pour fabriquer du comté, il faut du lait de vache. Pour avoir du lait de vache, il faut que les vaches soient enceintes, qu'elles accouchent d'un veau. Le veau est envoyé quasi directement à l'abattoir. Et donc, ce qu'il veut dire, cet homme, je crois que c'est Pierre Rigaud, il s'appelle, il me semble. Évidemment, si on dit on va interdire le comté, moi j'adore le comté, surtout quand il a bien vieilli, qu'il a 15 mois au moins, j'adore ça, c'est pas le problème. Mais ce qu'il veut dire, c'est que derrière ces produits qu'on consomme sans y réfléchir, il y a énormément de souffrance animale. Moi, je vous dis une chose très simple. Moi, je suis très préoccupé par la souffrance animale. Et je vous dis une chose, si les Français qui ont à la fois un jardin et des enfants, par exemple, élevaient un petit veau ou un petit agneau comme ils élèvent leur chien ou leur chat, mais jamais il pourrait le tuer. Parce que c'est très mignon, ces bestioles. Voilà. Alors, je dis que la solution qu'il propose est pas raisonnable. Alors, on va pas interdire le comté, c'est ridicule. Mais qu'on réfléchisse enfin sérieusement je vais parler un mauvais français, mais il y en a pas d'autres, aux alternatives à la viande et à la souffrance animale. Voyez, il y a eu un très bon article dans le Figaro de comment ça s'appelait, de Louis Schweitzer, signé avec Laurence Parisot. Bon, c'est pas des guignols écolos, fanatiques, décroissants, je sais pas quoi, c'est pas des Khmer verts, c'est pas vrai. Et donc qui disait mais non, la chasse c'est pas possible aujourd'hui. Ça avait du sens chez les paysans de mon enfance parce qu'ils amélioraient l'ordinaire, mais le bourgeois riche qui le dimanche va s'amuser à flinguer des chevreuils et qui comprend pas que le chevreuil ou le lapin c'est la même chose que son chien, c'est pareil. Ça va pas, il y a un truc qui colle pas, voilà. Et je pense que c'est ça au fond. Évidemment qu'on va pas interdire le comté, mais derrière la question de la souffrance animale, c'est pas quelque chose d'anecdotique. Il y a plus de 60 millions d'animaux domestiques en France. Il faut que les gens se réveillent et qu'ils comprennent qu'un petit lapin, un petit chevreuil ou un petit veau ou un petit agneau, c'est la même chose que le chien ou le chat. C'est pareil. Dany.
Je crois que moi, je suis pas végétarien, mais c'est vrai, on voit chez des jeunes, chez des enfants qui se lancent, qui se disent ou qui sont végétariens, c'est cette défense, comme le vient de le dire Luc, des animaux, des petits animaux, des animaux, etc. Et il faut pas en rire, Mais derrière, il y a un problème fondamental, c'est l'agriculture intensive. Si on pousse à toujours consommer plus, il y a une histoire très drôle qui s'est passée en Allemagne en 4 ans. Il y a 4 ans, les Verts avaient sorti une idée une journée, à l'école, eh bien, ça soit un déjeuner végétarien. Ça avait fait un scandale. Comme s'ils avaient proposé d'interdire la viande. Ils avaient dit une fois un déjeuner végétarien. OK. Et aujourd'hui, un nouveau ministre de l'Agriculture de droite dit il faut manger beaucoup plus de viande. Aucune réflexion sur, en fait, quels sont aujourd'hui, comment sont élevés les cochons, dans quelles conditions, comment sont élevées les bêtes, elles se sont élevées dans des conditions abominables, etc. Et cette agriculture intensive, c'est en fait une catastrophe écologique, Et il faut en discuter. Après, on verra quelles sont les solutions. Mais d'abord, il faut accepter cette idée. C'est une catastrophe écologique. Et après, il faut discuter comment on trouve des solutions pour améliorer et faire baisser cette pression écologique. L'un et l'autre, j'aimerais que vous réagissiez, vous poursuivez la conversation, mais ces images, la nouvelle sensibilité moi j'ai une fille de 15 ans, je vois ça chez les adolescents, c'est très important maintenant, cette sensibilité au bien-être animal qui a existé toujours, mais qui a pris maintenant une dimension de génération très forte. Quand vous regardez des simulations par intelligence artificielle, vous qui avez écrit un livre là-dessus, où on voit on donne l'exemple que vous donnez, c'est-à-dire, et si, je précise bien, ce sont c'est généré par intelligence artificielle, et si les cochons élevaient des humains, qu'est-ce que ce serait en termes de douleur inversée, si j'ose dire, la souffrance qu'on peut ressentir. Regardez cette autre séquence, il y a vraiment des séquences, c'est très bien fait, il faut dire ce qui est, et qui font effectivement réfléchir, qui sont comme des fables philosophiques, c'est les poissons pêcheurs d'humains. Vous avez aussi, c'est parfois des images assez dures, les étals de boucherie. Je vous donne encore cet exemple, je vous donne encore juste cet exemple parce qu'il correspond à ce que vous disiez. Regardez, l'inversion évidemment, au lieu de la vache à qui on prend son veau, la femme à qui on retire son enfant. Et toute personne sensée sait à quel point l'amour maternel est quelque chose d'universel dans le vivant. Ça, c'est admis très généralement que même des espèces assez primitives dans l'évolution ressentent l'amour maternel. Est-ce que vous êtes sensible à ça ? Vous êtes tous les deux, et votre âge, moi j'ai le mien, tout le monde a le sien, mais dans la jeune génération, ça touche beaucoup plus. Disons les choses, là. C'est une réalité de souffrance qui touche. Ça n'empêche pas de continuer à manger de la viande pour autant, peut-être, mais... Moi, j'en parlais avec l'ancien patron de la FNSEA, qui était très conscient de ça, Xavier Belin, qui réfléchissait à ça aussi très intelligemment. Et je vous dis une chose très simplement, et je rejoins ce que disait Dany. Pratiquement plus de 95% de la viande consommée dans le monde, il faut le savoir, est produite par une agriculture, un élevage intensif absolument immonde. Dégueulasse à tous égards, aussi bien en termes d'écologie qu'en termes de bien-être animal. Voilà, je regardais ça aussi de très près. Pratiquement, même en France, où on a quand même beaucoup progressé, 80% des animaux d'élevage, alors je pourrais vous donner les détails animal par animal, cochon, poule, mouton, etc. Pratiquement 80% ne voient jamais ni le ciel ni la terre. Ouais. Et ils sont élevés comme on voit dans cette vidéo, c'est-à-dire dans des cages absolument dégueulasses. Voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'élevage, la poule souvent est élevée sur la taille d'une feuille A4. Exactement. C'est-à-dire c'est l'espace dont elle bénéficie. Avec les pattes cassées, le bec arraché, etc. C'est dégueulasse ce qu'on fait. Et l'abattage est dégueulasse aussi. Voilà, il faut arrêter ça. Parce que moi je suis pas contre l'élevage, je dis simplement que si on élevait les animaux convenablement et qu'on les abattait convenablement, après tout on est bien pour l'euthanasie pour les humains, mais qu'on les endorme avant de les... Alors quand on dit on va les endormir, si c'est leur foutre un coup de massue sur le crâne ou un coup d'électricité, vous auriez envie d'être anesthésié comme ça? Non, personne. Donc ça coûterait un peu plus cher, ça prendrait un peu plus de temps, on paierait son beefsteak un peu plus cher, mais au moins on n'aurait pas cette mauvaise conscience qui est liée au fait que jamais on va voir ce qui se passe dans un abattage. Quand vous allez voir dans un abattage à quoi... Tiens, écoutez ce que dit François-Olivier Gisbert là-dessus. Allez voir comment les petits lapins sont égorgés, mais c'est dégueulasse. Voilà, je peux pas vous dire autrement. On peut pas, si on a un chat ou un chien, on peut pas accepter ça.
Moi, je crois que dans ce que c'est le problème de toute l'agriculture. C'est vrai qu'on a besoin d'une agriculture, c'est vrai qu'elle nous nourrit, mais l'agriculture intensive, en fait, ça rejoint une idée qu'on discutait, c'est-à-dire on nous pousse à la consommation. Il faut toujours consommer plus. Et ce n'est pas être décroissant de dire réfléchissons sur nos consommations, réfléchissons sur nos dépendances à toutes les... Et donc, ces images aujourd'hui, elles sont exagérées, mais elles essayent de titiller, de réveiller la société. Alors, après, si ces images deviennent un durcissement idéologique, c'est terrible. C'est-à-dire, il faut faire attention qu'on n'exagère pas trop, parce que quand on exagère trop, personne ne réagit, ne veut réagir, et on n'avance pas. Mais il est évident qu'aujourd'hui, une question fondamentale, en se posant la question de l'Europe, de la souveraineté européenne, c'est quelle agriculture soutenable on a besoin, comment la développer pour justement permettre un autre bien-être de vie. Donc c'est pas pour réguler tout, pour empêcher, mais c'est pour permettre une autre idée qui puisse se développer d'une autre vie qui est possible pour des animaux, pour les êtres humains. J'aimerais revenir sur l'événement de la journée, s'il vous plaît, parce que beaucoup qui nous rejoignent maintenant le découvrent sans doute, c'est l'accélération des événements autour de la guerre ou de la paix en Europe. Peut-être en rappelant les actes. Premier acte samedi avec la réunion des Européens autour de président Zelensky à Kiev, avec cet appel à un cessez-le-feu immédiat, sous peine pour la Russie si elle n'acceptait pas de sanctions. Deuxième acte, la réponse de Poutine. Poutine qui dit moi, je veux pas de cessez-le-feu, je veux négocier. On négociera si vous le voulez à Istanbul. Et troisième acte, c'est ce qui est en train de tomber ce soir. D'abord le président Trump, puis le président Zelensky. Arrêtons-nous peut-être d'abord à Trump, puisque ça a été dans le développement de la soirée un moment très important. Président Trump qui dit allez-y, rencontrez-vous tout de suite. On peut peut-être faire apparaître d'abord le tweet du président Trump, qu'on respecte la chronologie. Donc c'est l'Américain qui dit l'Ukraine devrait accepter ça immédiatement. Je commence à douter que l'Ukraine parvienne à un accord avec Poutine. Rencontrez-vous maintenant. Et il faut bien préciser qu'il est critique aussi à l'égard des Russes, puisqu'il rappelle que les Russes ont sous-estimé, d'après lui, la contribution de la part des Américains à la Seconde Guerre mondiale. Et il dit, les Européens et les Américains prendront leurs conclusions. Et puis le développement de la soirée encore après, c'est le président Zelensky qui dit « Je me rendrai à Istanbul, nous attendons un cessez-le-feu à partir de demain, complet et durable, pour fournir la base nécessaire à la diplomatie. Il ne sert à rien de prolonger les meurtres. » Et c'est là où ça fait événement ce soir. J'attendrai Poutine jeudi en Turquie personnellement. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est la situation des quatre protagonistes est plutôt favorable à la paix. Il y a vraiment une configuration. Et encore une fois, moi, je la relie très largement à cet accord gagnant-gagnant, vraiment, entre Trump et Zelensky sur les terrains. Maintenant, on agite la menace des sanctions. N'y croyez pas. Je dirais, les sanctions n'ont jamais, aucune sanction n'a jamais été efficace, sinon contre les peuples. Vous savez, il faut quand même avoir les chiffres en tête. La fortune personnelle de Poutine, vous savez qu'elle est évaluée aujourd'hui à plus de 200 milliards de dollars. Voilà. Donc c'est pas lui que ça va toucher. Il pourra continuer à se gaver de Pétrus, de Romanè Conti et de caviar. Voilà. Et dans une dictature comme celle qui est en place en Russie, les peuples soutiennent toujours le guide génial. Et donc parce que Poutine et toute la presse poutinienne dira au peuple russe, regardez ces salauds d'Européens, ils vous font du mal. Voilà. Donc ne croyez pas à l'effet sur Poutine de ces menaces de sanctions. Non. En revanche, ce que je continue à penser, c'est que Poutine n'a aucune envie de se fâcher avec Trump. Voilà. Dany ? Moi, j'en sais rien. Je trouve, j'ai une lecture de ce qui se passe, de l'intelligence de Zelensky. Je trouve que Zelensky, qui était en position difficile face au revirement américain avec Trump, a réussi à rééquilibrer tous, d'abord dans les négociations sur l'accord économique sur les terres rares, qui est, je suis d'accord, gagnant-gagnant, alors que la première proposition des Américains n'était pas gagnant-gagnant, c'était défavorable pour les Ukrainiens. Et dans cette logique, les Européens se sont remis dans le jeu. Poutine dit « je ne pourrais pas faire sans les Européens ». Les Européens disent « je ne peux pas Poutine, Trump, etc. » Donc aujourd'hui, la partie d'échecs, elle est complètement ouverte.
et l'intelligence est du côté de Zelensky. Est-ce que Trump a raison d'avoir recommandé de parler de nouveau à Poutine ? Il y avait deux lignes. Très longtemps, on a dit qu'il ne faut pas parler à Poutine, c'est un narratif russe de renouer le dialogue avec Poutine. Aujourd'hui, il y a cette déclaration aussi du chancelier Merz, qui est un peu ambigu, qui dit « Moi, je pourrais aussi négocier avec Poutine ». Les Américains parlent à Poutine. Zelensky lui-même dit « J'attendrai Poutine jeudi à Istanbul ». Est-ce que l'Europe doit parler à Vladimir Poutine ou considérer que définitivement, il est un paria de la internationale. Darius, on vous a dit oui. Vous voulez nous envoyer à l'EHPAD des radoteurs. Je pensais que vous aviez déjà oublié ce que vous aviez dit. Mais non, on n'a pas oublié, on a dit oui. Il faut, Quel jour on a dit tous les deux, Quel dans jour la situation actuelle, c'est avec son ennemi qu'on fait la paix. Il faut évidemment que Zelensky et Poutine se parlent enfin personnellement, d'autant qu'ils parlent tous les deux le russe très bien. Et donc, je peux se poser une autre question. C'est les Européens, c'est-à-dire le pas d'après. Est-ce que Poutine va revenir dans le jeu au point qu'on pourrait le revoir à Paris ? Rappelez-vous, 2019, c'est d'ailleurs la seule. Il n'est jamais sorti du jeu, Darius. Il n'est jamais sorti du jeu. Mais avec vos questions, vous arrêtez pas de parler. Donc à moi maintenant. Regardez, il se croit une réunion trotskiste où on fait taire les. Attendez, c'est encore la démocratie ici, Dany Cohn-Bendit. Vous n'avez pas encore fait la révolution. Allez-y. Vance ne voulait pas mettre les Européens dans le jeu. Aujourd'hui, les Européens sont dans le jeu. Poutine ne voulait pas mettre les Européens dans le jeu. Ils sont dans le jeu. Il est évident qu'à partir du moment où on est dans le jeu, eh bien, les Européens vont à un moment négocier avec Poutine, mais en rapport de force avec les Ukrainiens. Donc il faut arrêter de diviser sur est-ce qu'on parle à Poutine. Si Zelensky parle à Poutine, il parlera. Les Européens, avec Zelensky, négocieront avec Poutine. Merci beaucoup. Rendez-vous avec Guillaume Audat et nous recevrons notamment l'amiral Jean-Louis Vichot, mais aussi Sylvie Berman, mais aussi Renaud Girard et beaucoup d'autres invités. On se retrouve plus tard aussi dans la soirée. Merci et à l'un et à l'autre. Alors j'ai pas compris si tous les deux raffolaient du comté, 18 mois. Ah, moi j'adore le comté. Très bien, c'est l'essentiel. Au moins 15 mois en tout cas. Merci à l'un et à l'autre et à la semaine prochaine. J'adore ça. Luc ne sait pas comment le faire autrement. Oui, on peut le faire avec. Enfin, j'ai pas parlé de la viande cellulaire, mais on peut.